Bonjour, David Duchemin, créateur de la MLM Expert Academy, auteur du livre Manuel de Grille MLM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir intense et immense d'avoir avec moi Nathalie Cariou, que vous connaissez, experte en liberté financière. Et la liberté financière, c'est le sujet un petit peu qui intéresse tous les gens issus du marketing de réseau, puisque c'est la promesse ultime, je dirais, que le marketing de réseau apporte. Et j'ai envie de te demander à toi, premièrement, quelle est ta définition de la liberté financière? Ma définition de la liberté financière, ça n'est pas une question de montant. Déjà, ça c'est une première chose. Pour moi, c'est plutôt une question de choix. C'est-à-dire pouvoir choisir la vie que l'on veut mener, donc pouvoir choisir le métier que l'on fait, les horaires que l'on fait, l'endroit où on vit, pouvoir choisir de travailler ou de ne pas travailler, travailler avec qui on veut, travailler peut-être quand on veut. Voilà, c'est vraiment effectivement une question de choix. Super. Et comment on arrive à devenir expert en liberté financière? C'est pas courant ça. Non, ça n'est pas courant. C'est aussi un parcours personnel. C'est-à-dire que déjà, c'est pas quand j'étais petite, je suis pas tombée dedans au biberon, je suis pas tombée dedans à 20 ans. Il a fallu que j'attende un certain nombre d'années. Non, oui, pas. Enfin, si, certainement savent faire. Moi, il se trouve que j'étais pas dans une famille particulièrement connaisseuse en termes de ce qu'il faut faire avec l'argent. Je dis souvent que j'avais des parents fonctionnaires et que la particularité des fonctionnaires, c'est que les fonctionnaires et l'argent, ils connaissent pas. Pourquoi ? Parce que ils vivent dans un système dans lequel l'argent tombe toutes les fins de mois. Quelque part, ils sont presque dans la liberté financière. C'est-à-dire que ils reçoivent. Certes, ils ont travaillé, ils ont passé du temps, mais c'est quelque chose qui est assez automatique. Donc d'abord, il n'y a pas la notion de ça pourrait être compliqué d'en gagner. Chose que j'ai rencontrée le jour où moi j'ai choisi une carrière d'indépendante, j'ai choisi de créer des entreprises quasiment depuis le début de ma carrière. J'ai dû faire 50 salariats en tout et pour tout dans ma vie. Et donc dès le début, effectivement, moi j'ai déjà été confrontée au fait que ça tombait pas tous les mois comme ça tout seul. Ça c'est une première chose. Et puis même si ça tombe tous les mois, c'est vrai que on n'a pas appris aux personnes qui sont dans la fonction publique à savoir utiliser leur argent. Notamment à investir par exemple, qui est effectivement la clé de la liberté financière. Clé de la liberté financière, c'est pas l'argent, le temps que vous mettez et l'énergie que vous mettez à aller chercher de l'argent, c'est qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez. Qu'on gagne. Voilà. Et c'est vraiment ça qui, quand on a compris ça, on a beaucoup progressé. Donc j'ai pas du tout trouvé ça à 20 ans, il a fallu que j'attende une bonne vingtaine d'années, donc d'avoir 40 ans pour commencer à me dire tiens, au fait, il y a un problème. Ce problème, ça faisait longtemps que je le vivais, puisqu'effectivement j'ai vécu une vie très en montagne russe. Parce que j'ai choisi de créer des entreprises. T'avais quel âge quand t'as... Ma première entreprise, je devais avoir 25 ans peut-être. Super. Quelque chose comme ça. À 25 ans, c'est... Oui, alors... C'est pas courant, oui. Je l'ai pas créé avant parce que j'avais la trouille, donc il a fallu que je passe par quelques années. T'avais la trouille. Je suis une grande trouillarde. Et donc, il a fallu que je passe par quelques années de salariat, dans une très petite entreprise d'ailleurs, où quand je suis arrivée, ils étaient 2, quand je suis partie, ils étaient 10, pour que je me dise, tiens, tu sais peut-être faire des choses, et donc tu peux peut-être commencer à le faire pour toi. T'as pris confiance. Voilà, chose que j'avais toujours eu envie de faire. Donc j'ai créé des entreprises avec, pour tous ceux qui ont créé des entreprises, y compris en MLM, toutes les personnes qui nous écoutent savent qu'au début, on commence avec un revenu relativement minime. Je crois que je me souviens que mon premier salaire devait être de 800 francs à l'époque. 800 francs alors qu'avant, 800 francs par mois, alors qu'avant je gagnais 10 ou 15 000 ou 20 000. Pour donner voilà. Donc j'étais passée de 20 000 francs à 800 francs. Qui était à peu près le minimum pour que je garde la sécu ou pour qu'il se passe un truc. Voilà. Ça fait une sacrée différence. Exact.
Et c'était pas des euros, hein, c'était des francs. Pas tout à fait la même chose. Effectivement, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu des moments où j'ai commencé avec quasiment zéro. Et ça m'a pas amené, m'a pas incité particulièrement à m'intéresser à l'argent. Faut savoir que c'était pas la priorité. C'était pas mon truc. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment une croyance forte que j'avais autre chose à faire dans la vie. Que l'argent, c'était pas trop important. Je raconte souvent que ma croyance familiale, qui m'a beaucoup été rapportée par ma maman avait un proverbe. C'est toujours intéressant les proverbes qui circulent dans votre famille. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est toujours très intéressant. Les proverbes et les contes. Le conte que votre maman vous racontait quand vous étiez petit, voilà, ça dit à peu près toute l'histoire de votre vie. Et donc la croyance de ma maman qu'elle me répétait, c'est plaie d'argent n'est pas mortelle. Ah oui. Et plaie d'argent n'est pas mortelle, qui donc est un proverbe qu'on entend assez souvent, a un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est que vous avez l'argent, vous en avez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, ça m'a vraiment permis de remettre ma vie en question assez régulièrement. Et comme j'avais très envie de m'amuser dans la vie, parce que ça c'était important, faire des choses qui m'intéressaient dans la vie, c'était super important. En fait, pendant entre 20 et 40 ans, c'est pas compliqué, tous les 5 ans, je changeais de métier. Super. Grosso modo. Alors, je faisais 5 ans un métier, il me fallait 5 ans pour en apprendre un autre, parce que quand même, c'est pas en claquant des doigts. Pas comme ça. J'en faisais 5 ans un autre, et puis après, j'en rapprenais un autre. Enfin bon, j'ai fait ça, voilà. Donc du coup, tous les 5 ans, il y avait des baisses d'argent. L'avantage, donc, c'était pas mon problème. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, si plaie d'argent n'est pas mortelle, on s'y intéresse pas. Il n'y a vraiment aucune raison d'aller s'intéresser au fonctionnement de ces choses. C'était vraiment le dernier de mes préoccupations. Et les personnes qui me demandent, mais comment t'en es arrivé là ? Je me dis, c'est pas compliqué. J'ai traité tous les autres sujets, sauf celui-là. Donc, il restait plus que celui-là. Il a bien fallu que je m'y colle. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça l'idée. Donc pendant 20 ans, j'ai vécu avec ça sans me poser de questions. Et puis, la vie est toujours très sympathique, c'est-à-dire qu'elle vous met en face des obstacles que vous avez besoin de franchir. C'est bien fait, ouais. Et voilà, donc puisque le côté, on va dire, insécurité professionnelle ne suffisait pas, j'ai aussi eu à traverser une séparation qui a créé de l'insécurité au niveau personnel. Toutes les personnes qui ont un jour se sont séparées, qui ont divorcé, savent que c'est pas nécessairement cette année-là qu'on devient le plus riche de sa vie. Oui. D'autres pourraient te raconter des histoires en disant que c'est l'année où tu deviens le plus pauvre de ta vie. Et voilà, c'est un petit peu ça. Donc, même si ça m'a permis de me rendre compte qu'en définitive, ça fait des années que je m'appauvrissais au niveau personnel, parce que j'étais tellement pas concernée par ça que je pouvais mettre des sous que j'avais pas dans la caisse du compte commun. Donc ça n'a pas été une mauvaise affaire financière de me séparer, mais pas au début. Parce qu'au début, tout d'un coup, je me suis retrouvée à me dire, mais tu as des revenus qui sont un peu misérables, tu sais pas faire du tout, et à part un 6e étage de 5 mètres carrés sans ascenseur, quelque part dans Paris, je voyais pas comment j'allais réussir à avoir un logement. Donc c'était vraiment extrêmement compliqué. Et effectivement, voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit, faut peut-être que tu t'intéresses à l'argent. Je m'y suis intéressée, je suis allée voir, j'ai regardé, j'ai compris des choses, j'ai surtout compris tout ce que j'avais pas fait jusque-là, en me disant oui, effectivement, ça m'a ouvert à certains... Toutes tes erreurs te sont apparues comme ça en évidence. Et je me suis dit que j'avais plus du tout envie d'avoir cette vie en accordéon, que... Il y avait une chose que j'avais compris assez vite dans ma vie, c'est que travailler pour gagner de l'argent, c'est pas top. Et donc, dans un premier temps, moi je m'étais dit, travailler pour gagner de l'argent, c'est pas mon truc. Et comme je suis une rebelle, j'avais dit, je vais travailler sans gagner d'argent. Oui, c'est un super concept. Donc ça a à peu près été le modèle pour un certain nombre d'années. D'ailleurs, c'est pas tu travailles pour gagner de l'argent, c'est tu travailles, tu t'amuses, mais en fait tu gagnes rien du tout. Chouette. Voilà. Donc, quand on a une famille, des enfants, c'est un peu compliqué. Et donc, il a fallu effectivement que je fasse ce travail sur l'argent, c'est quoi, pourquoi, que je me pose la question, de mon propre rapport à l'argent, que je travaille sur mes croyances, que je travaille aussi sur tout un système de connaissances que je n'avais pas, c'est-à-dire que je ne savais pas faire, tout simplement. Pour me dire que peut-être il y avait un système où on pouvait ne pas travailler pour gagner d'argent, mais quand même en avoir. Mais quand même en avoir. Voilà, donc ça a été le grand changement. Le Graal. Exact.
Voilà. Super. Donc, et donc, toi, personnellement, tu as changé ta relation par rapport à l'argent, tu as travaillé sur toi, et tu as commencé à avoir du succès dans tes business. C'est comme ça que c'est arrivé ou malheureusement, l'argent, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ouais. Quand on s'intéresse à l'argent, effectivement, il y a plusieurs étapes. Ouais. La première étape, c'est qu'il va falloir nettoyer le terrain. Ouais. Et on pourrait imaginer qu'on est juste en train de travailler, de labourer un terrain qui est rempli de mauvaises herbes. Et donc, du coup, on passe un certain temps à le labourer, y compris à nettoyer ses croyances, à apprendre d'autres choses, à avoir d'autres réflexes, à faire ses comptes, à arrêter de mettre ses chèques à la poubelle. Parce que je faisais ça, moi, quand même. Je mettais les chèques à la poubelle. Je ne me posais pas plus de problèmes que ça. Donc, non, mais pour vous dire que l'argent, c'était pas mon truc du tout. Effectivement. Effectivement. Ou alors, je retrouvais 10 ans plus tard des chèques que j'aurais dû encaisser il y a 10 ans. Ah, c'est pas très bon ça. Non, c'est pas bon non plus. Les billets, c'était mieux, mais les chèques, c'était moins bien. Donc, c'était vraiment un cas. J'étais vraiment quand même... Tu reviens de loin. Je reviens de loin. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis le paquet. Mais même en mettant le paquet, en fait, pendant 1 an et demi, quasiment, quelqu'un qui serait venu dans ma vie à ce moment-là, de l'extérieur, qui m'aurait observé avec une loupe, aurait dit « mais il se passe rien ». Ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Parce que pendant 1 an et demi, j'ai vraiment défriché, j'ai vraiment fait le travail de fond. Donc, un travail j'ai sur toi. préparé sur moi, mais aussi sur comprendre, sur préparer les investissements, sur préparer mon mode de pensée. Et j'ai décidé que j'allais donc gagner de l'argent et notamment, donc j'ai dû travailler sur à peu près tous les piliers possibles et imaginables. Et notamment, j'avais choisi l'immobilier et j'avais choisi Internet comme étant 2 piliers sur lesquels j'allais pouvoir commencer à travailler. Sauf que tant que vous n'avez rien acheté, en définitive, il ne se passe rien. Ça paraît logique. Voilà. Et qu'acheter, vous n'allez pas le faire le premier jour du jour où vous avez décidé que vous allez vous occuper de l'argent. Et donc, il a fallu attendre 1 an et demi pour que, je vais dire, au bout d'1 an et demi, je signe la promesse d'achat du premier bien qui allait faire basculer les choses. Qui allait t'amener dans Et donc là, tout d'un coup, donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de progressif. On est vraiment par palier, avec des sauts. Je comprends. Avec des sauts. La comparaison que je donne généralement, c'est si vous avez des kilos à perdre, vous allez perdre 1 kilo à chaque fois. Là, vous allez passer 1 an avec 0 rémunération. Et puis, tout d'un coup, vous allez avoir peut-être 1000, peut-être 2000, peut-être 3000, peut-être plus. Mais ça va basculer d'un coup. Du coup, il faut tenir la distance. L'engagement. Il faut tenir la distance et il faut tenir aussi la distance dans sa tête. C'est-à-dire être d'accord que c'est pas parce qu'il se passe rien de l'extérieur qu'il se passe pas rien. C'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats immédiats qu'il faut abandonner. Absolument. Ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en marketing de réseau, on observe le même phénomène. C'est-à-dire qu'on démarre souvent parfois avec un discours qu'on a eu de l'extérieur un peu trop enthousiaste, le discours à l'américaine où on dit tu vas avoir la villa avec piscine, ça va se faire tout seul, dans 6 mois t'es riche, et on se rend compte que c'est difficile et on se dit tiens j'ai gagné 50 euros, j'ai gagné 100 euros, et ça c'est pas la liberté financière, et ça vient sur le long terme. Donc toi ce que tu dis c'est même si on voit pas les résultats tout de suite, faut garder le cap. Oui. Super. Absolument. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure Nathalie, c'est j'ai décidé de gagner de l'argent. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ici, parce que les gens qui démarrent en marketing de réseau, souvent, on démarre parce qu'on veut de l'argent, mais souvent parce qu'on a quelque chose en tête, l'argent pour l'argent, l'argent on va l'utiliser pour on a des choses à faire avec, c'est sûr. Améliorer sa vie, etc. Souvent, alors parfois c'est clair, on sait pourquoi on veut l'utiliser, parfois on dit j'aimerais gagner un peu d'argent en plus. C'est pas encore très clair. Et ça m'intéresse, ce processus de dire j'ai décidé de gagner de l'argent. En quoi quelqu'un qui démarre du marketing de réseau aujourd'hui doit s'approprier ce que tu viens de dire? Comment ça va l'aider? Avoir envie, c'est pas forcément décider. C'est-à-dire qu'on va envie, on va avoir envie. D'abord parce que si je demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu as envie de gagner plus? En général, tout le monde dit. La réponse va être oui. Si je lui demande est-ce que tu as envie de faire le nécessaire pour gagner plus, sachant que le nécessaire, ça va être un peu d'énergie, ça va être un peu d'effort, ça va être un peu de remise en question, c'est quand même ça le plus difficile, ça va être un peu de temps, donc il y a des choses à faire, et je dis est-ce que tu es prêt à mettre 1 an et à te remettre en question pendant 1 an pour y arriver? Et là c'est oui, bof, peut-être.
mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc ça déjà c'est la grande différence entre avoir envie et décider. Décider, c'est a priori, je vais pas m'arrêter par les obstacles, y compris l'obstacle du temps. Je vais faire ce qui est nécessaire pour y arriver. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on peut avoir envie consciemment et on peut avoir envie et on peut ne pas avoir envie inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a ces fameuses croyances qui nous limitent sérieusement la vie et qui disent, par exemple, voilà, si j'ai envie de devenir riche. Mais si je vous pose la question de, au fait, c'est quoi les riches ? Vous allez me dire, ah oui, non, mais les riches, ils sont super égoïstes. Eh ben, vous savez quoi ? Vous n'avez pas tellement envie de devenir super égoïste et j'ai pas envie de devenir super égoïste. Donc, tant que vous avez cette image-là que les riches sont super égoïstes, et encore, ça, c'est la version light, parce que je pourrais vous la faire. C'est des voleurs. C'est des salauds, c'est des voleurs, c'est des voyous, ils sont malhonnêtes, ils n'ont aucune spiritualité. Ça ne rend pas heureux. En plus, ça rend pas heureux, mais ils ne pensent que au fric. Et d'ailleurs, si on les aime, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Ils n'ont pas de copains. Bref, en plus, ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas d'amis. Et généralement, quand quelqu'un me tient ce discours, je lui réponds invariablement, avec tout ça, heureusement quand même qu'il a de l'argent, parce que sans quoi, je pense qu'il se jette par la fenêtre tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. Sérieusement. Donc, tout ça pour dire que c'est très, très exagéré. Mais ça, c'est les croyances au niveau inconscient. C'est les croyances inconscientes. Et donc, tant qu'on a cette image-là, bien évidemment, on ne va pas y aller. Alors, on peut avoir d'autres types d'images. On peut avoir comme image que, tout compte fait, j'ai pas de problème avec la richesse. C'est juste que moi, je sais pas faire. Ok. Moi, j'avais plutôt cette croyance-là. C'est-à-dire que a priori, alors, j'avais quand même un problème avec la richesse, les riches, les machins. J'ai pas les compétences. Mais c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi, mais les autres, ils ont l'air de savoir faire, mais moi, c'est pas pour moi. Voilà. Alors après, si vous creusez, alors effectivement, dans le programme Richesse et Liberté, par exemple, je creuse ça avec les gens, c'est qu'on va aller chercher ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses. Creuse les croyances. Les croyances, aussi. Pas que ça, mais il y a effectivement cette partie-là. Et on va aller chercher dans l'histoire familiale qu'est-ce qui a fait naître ça. Et on s'aperçoit que dans l'histoire familiale, peut-être que vous êtes dans une famille extrêmement modeste. Et que cette famille extrêmement modeste, elle s'est construite autour de, d'un côté, il y a les modestes, c'est nous. Et de l'autre côté, il y a les riches, c'est eux. Et dans ce cas-là, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est fou comme on est le produit de son environnement. Et ça, on le voit beaucoup en marketing de réseau. C'est pour ça que le marketing de réseau a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que ça te confronte à un environnement complètement différent, puisque le propre du marketing de réseau, c'est de montrer des exemples de réussite dans la société dans laquelle vous êtes, et vous avez des leaders qui gagnent parfois énormément d'argent. Je crois qu'on a dépassé des chèques mensuels dans certaines sociétés à 500 000 dollars par mois. Donc c'est un véhicule qui a toute sa légitimité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement tu vois des gens avec des histoires complètement différentes. Et ça oblige à aller chercher d'autres modèles. Voilà, tu dis, si lui il a réussi avec tel environnement, avec telle histoire, ça remet beaucoup en question les gens. Dans tous les travaux que tu as fait, dans tout ce que tu fais en coaching avec tes clients sur la liberté financière, etc., est-ce que tu as 2-3 blocages qui pour toi sont les blocages les plus récurrents, les plus difficiles que tu vois? Qu'est-ce qui empêcherait les gens de gagner de l'argent? Il y a vraiment cette notion de classe sociale. Et en plus, malheureusement, on est dans un pays qui est très compartimenté, qui est vraiment issu de la société médiévale. Et issu de la société médiévale, c'est-à-dire que quelque part, on porte dans notre ADN une notion de classe sociale, même quand on s'en rend pas compte. Et ce qui fait qu'on aurait tendance assez facilement à dire oui, mais il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et au milieu des deux, on peut pas, il n'y a pas de passerelle. Donc ça, c'est vraiment une première chose, c'est comprendre que le Moyen-Âge, c'était il y a quelques siècles, c'est fini. Maintenant, on peut. Et tu veux dire que, voilà, moi, je suis issu de tel niveau social, et
tout ce que je vois là, ce que la richesse pourrait apporter, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi et je saurais pas faire. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas pour moi parce que je suis pas aristocrate de naissance. Alors, certains vont dire oui, non, mais les aristocrates, ça fait un petit moment qu'ils sont plus là. Mais en vrai, on porte ça. C'est-à-dire qu'on continue à être imbibé d'une certaine histoire. Ouais, c'est vrai. Et soit dit en passant, par exemple, je trouve que le discours ambiant, le discours de la presse, etc., nous aide à continuer dans cette histoire-là. Et notamment avec le fameux tabou de l'argent. Ouais. Surtout, Pourquoi il y a un tabou de l'argent ? En fait, parce que ça évite à ceux qui n'en ont pas de se poser la question de comment je pourrais faire pour en avoir, vu qu'on n'en parle pas. Ouais, ça c'est le tabou. Voilà, ça tient ultime. Le truc. Voilà, c'est effectivement. Deuxième chose qui peut bloquer, c'est le côté. C'est pas si compliqué que ça. Et en définitive, les gens n'aiment pas les choses trop simples. Ah, c'est tellement simple que du coup, c'est pas possible, c'est ça ? C'est pas sophistiqué. Ça demande pas des compétences techniques aiguës. C'est pas simple dans le sens facile, parce qu'il faut se remettre en question, et ça, c'est la difficulté du jeu. Mais ça n'est pas si sophistiqué, si compliqué, si complexe que on l'a cru. Et ça, c'est juste épouvantablement compliqué pour les personnes. J'ai des clients avec qui je travaille toujours dans Richesse et Liberté, je travaille sur des stratégies boursières, par exemple, dans la version investissement, puisqu'il y a deux versions dans ce programme en ligne. Et quand je travaille sur les stratégies boursières, je donne 2-3 stratégies boursières qui sont des stratégies assez simples, que n'importe qui peut mettre en œuvre. Eh bien, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne les mettent pas en œuvre, parce que c'est trop simple. Et puis d'un autre côté, j'ai des clients qui les mettent en œuvre et qui après m'envoient des SMS en me disant bon, tout compte fait, j'ai gagné 25% dans l'année. Super. Et là, voilà, les autres disent mais non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'en marketing de réseau, c'est un peu le même réflexe, c'est-à-dire que c'est tellement simple. Parce que quand tu réfléchis, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Voilà, tu parles avec enthousiasme de ton produit et de ton business tous les jours. Et à un moment donné, tu te retrouves à la tête d'un réseau de plusieurs milliers de personnes. Et non, mais c'est tellement simple que c'est pas possible. Et on est surpris que des gens simples, de façon sans diplôme, etc., arrivent à faire des trucs immenses. Mais tu as raison, c'est fou comme ça peut du coup bloquer les gens parce qu'on attend que non, ça va il y a un système compliqué à mettre en œuvre et machin, etc. Il faut être ingénieur, alors que non. C'est tellement simple que du coup, les gens s'empêchent de le faire. Y compris, j'ai un exemple assez amusant d'une personne qui faisait un coaching individuel avec moi. Donc, j'ai une formule qui s'appelle un coaching financier. C'est pour des personnes qui ont besoin d'apprendre à gérer leurs comptes. On est vraiment dans quelque chose de très gestion des comptes, très quotidien. Basique, quoi. Oui. Et donc, on fait une première séance. Et puis, entre la première et la deuxième séance, c'est un forfait de 3 séances, elle me recontacte en me disant « Non, mais je ne vais pas continuer avec vous. » Bon, quand même, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et elle me répond, parce que vous m'avez envoyé un tableau à remplir et il est trop simple. Ok. Et c'était, oui, mais moi j'ai fait, je sais pas, une école de commerce, moi aussi en l'occurrence, mais c'est pas une raison. J'ai fait une maîtrise de gestion et donc on m'a expliqué que la gestion c'était super compliqué. Donc il me faut des tableaux à double entrée. Donc il me faut des tableaux à double entrée, avec des macros Excel extrêmement, des petites formules à droite, des petites formules à gauche que je peux pas toucher, que je ne comprends même pas d'où elle vient, mais que ça fait des zooms etc. Et ça va m'aider. Et la réponse est oui, mais c'est pas ça qui va faire que vos finances vont devenir comme il faut. Donc je peux vous le faire en version rouge, bleu, vert, avec des lumières qui clignotent si vous voulez, mais c'est juste pas ça dont vous avez besoin. C'était assez drôle. C'est terrible. Non, mais je vois très bien. Tu voulais rajouter un autre blocage ou je t'ai coupé tout à l'heure? Non, je pense qu'effectivement, il y a ces deux blocages-là qu'on voit souvent. Bon, l'autre blocage, c'est de se laisser avoir par la peur. C'est-à-dire et de penser que les gens qui agissent n'ont pas peur. Toi, tout à l'heure, je te disais, moi, je suis une super trouillarde. Une trouillarde, mais bon, à part que j'ai décidé un jour que j'allais pas rester sur le bord du chemin sous prétexte que je suis super trouillarde. Donc, je laisse la peur là où elle est et puis je vais avec. Tu vas laisser les excuses de côté. Voilà. Je monte dans le train
et j'ai mis la peur dans une valise et je la prends avec moi. Et puis on se promène et ça se passe pas mal. Voilà, mais ne pas se laisser avoir par ça. C'est super ce que tu dis parce qu'en marketing de réseau, je crois que la plupart des gens qui démarrent dans ce type d'activité, à un moment donné, c'est la peur qui les rattrape. La peur du rejet, la peur de l'autre, la peur du regard de l'autre. Et surtout qu'il y a un truc assez spécifique au marketing de réseau, ce que j'appelle moi la perte d'estime sociale. C'est que tu vas démarrer une activité qui est mal vue, mal comprise, où il y a plein de préjugés. Donc du coup, ça m'est arrivé à moi, parce que j'étais dans un monde, j'étais directeur, j'avais des responsabilités. Donc, mais qu'est-ce que tu fais, hein, tu deviens un truc comme ça. Donc il y a une perte d'estime sociale. Et ça met mal à l'aise, quoi. Et ça peut tuer tes velléités dans l'œuf. Et c'est vrai aussi, quelle que soit la méthode qu'on utilise pour la liberté financière, le problème de la liberté financière. Alors, le premier niveau, les personnes généralement qui viennent me voir sont sensibles au discours. Ça va me permettre d'avoir des revenus automatiques ou des revenus passifs. Et donc, je n'aurai plus à aller au travail tous les matins. Il y a des trucs qui vont se faire tout seuls. Ça, c'est le degré 1 avec cette notion de choix. Et puis, donc après, on se rend compte que, en définitive, derrière cette notion de choix, derrière cette liberté financière, il y a un deuxième niveau qui est une philosophie de vie, moi ce que j'appelle une philosophie de vie, qui demande à être extrêmement décalée par rapport aux voisins d'à côté. Et là, c'est difficile. Exactement. Parce qu'il va falloir accepter de se détacher du regard de l'autre et de dire peut-être que l'autre il comprend rien à ce que je fais. Et puis quand vous allez lui expliquer que vous êtes en train d'acheter un immeuble, je vous garantis que l'autre il va se demander s'il ne faut pas qu'il déménage très vite, là, si c'est votre voisin de palier, en disant non mais ça va pas du tout. Et il va commencer à vous envoyer plein de messages en disant mais t'es complètement fou, ça va pas du tout, qu'est-ce que tu fais, sous-entendu viens avec moi travailler demain matin, tu verras ça ira mieux si on va à l'usine ensemble. Et donc, il va falloir se dégager effectivement de l'identité sociale, ça c'est vrai aussi, mais se dégager du regard de l'autre pour rentrer dans je trace ma propre route. Donc, on est vraiment sur un mode de vie qui est très anticonformiste. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que la liberté financière, tout le monde ne va pas emprunter ce chemin. Même des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement capables, qui pourraient le faire, qui disent ça serait super bien, ils se réveillent le matin en disant ça serait quand même super bien, mais ils vont pas le faire. Et la raison, c'est pas que ce soit compliqué, c'est pas que les ressources n'existent pas, la preuve, on est là. Donc on peut apprendre, mais c'est que effectivement, il va falloir rentrer dans ce mode de vie anticonformiste, et ça, c'est très très bloquant. C'est pas évident. Et tout à l'heure, tu parlais d'école de commerce, donc les études. Moi, ce que j'ai noté dans les études, j'ai eu la chance de faire des études aussi, c'est qu'on ne nous apprend rien en termes d'éducation financière. Non. On ne nous apprend. Alors, tu parlais de la personne qui avait fait des études de comptabilité, etc. J'ai fait aussi de la comptabilité, mais on ne nous apprend rien en termes d'indépendance financière et de revenus passifs. Non. Et moi, quand je parle de marketing de réseau, je dis souvent qu'on fait de l'éducation financière parce que le premier produit qu'on a, c'est ce fameux revenu passif. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer à ceux qui n'ont pas encore bien saisi ce qu'était le revenu passif, tu parles de revenu automatique, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est lorsque l'argent que l'on gagne n'est plus en lien direct avec notre temps de production. Alors, il y a deux manières pour ça. Soit on a fourni un effort une année X et on reçoit pendant une certaine période ou bien l'année suivante, auquel cas, effectivement, il n'y a pas de temps de travail direct, il n'y a pas de lien direct. Soit, si c'est par exemple de l'argent que vous placez en banque, vous n'avez juste pas travaillé du tout. C'est-à-dire qu'a priori, quand vous placez de l'argent sur ne serait-ce qu'un livret A qui est du revenu passif, c'est juste que c'est un tout petit revenu. C'est très passif. Mais sans quoi ça marche, nous, c'est tout petit, c'est surtout ça. C'est tout petit, c'est quand même, les placements financiers sont quand même le revenu passif le plus parfait en termes de passivité, puisqu'il suffit d'aller à la banque, de dire, alors il faut quand même aller à la banque pour déposer les sous, sans quoi ça marche pas. Et puis d'abord, il faut d'abord avoir les sous, donc premièrement, il faut les avoir, et deuxièmement, effectivement, il faut les mettre sur un support. Ce qui parfois est beaucoup plus difficile qu'on ne croit, parce qu'il faut choisir le support. Des gens qui sont toujours en train d'attendre de choisir le bon support. Donc il faut savoir ça, mais une fois qu'on a fait ce choix-là, et on pourrait dire un livret A, ça va prendre 30 secondes pour aller déposer 100 € dessus, à partir de ce moment-là, ces 100 €, ils vivent leur vie.
Il travaille tout seul. Voilà, il te ramène de l'intérêt. Il ramène de l'argent tout seul. Ouais. Alors, il suffit juste de changer, de sortir du livret réglementé qui rapporte rien pour rentrer dans un support qui rapporte un petit peu plus. Ouais. Et ça travaille tout seul. Alors ça, effectivement, le placement financier, c'est la perfection au niveau du revenu passif. Ouais. Après, il y a d'autres revenus passifs un peu moins perfectionnés, dans le sens où il faut faire un petit peu plus d'efforts au démarrage, mais le MLM en est un, Internet en est un parce que à la fois on va avoir de l'argent qui rentre de manière déconnectée du temps qu'on y a passé, donc c'est pas au même moment, et puis surtout avec un effet de levier qui est bien supérieur. Alors, j'y passe 10 heures et je reçois fois 100 ou fois 1000. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas derrière le fourneau. Pour les personnes qui veulent un exemple très concret, je dis, si vous ouvrez une boulangerie et que vous êtes le boulanger qui fait les pains, c'est pas du revenu passif. Si vous ouvrez une boulangerie et que vous êtes le propriétaire de la boulangerie, c'est du revenu passif. C'est différent. Voilà, et c'est du revenu passif. Donc, pour clarifier, les différents véhicules que toi tu vois en revenu passif, bourse, immobilier. Alors, pour moi, il y en a trois. Il y a effectivement, il y en a trois, il y en a quatre. Ouais. Il y a les placements financiers. Placements financiers. Les placements financiers, y compris la bourse, par exemple. Il y a l'immobilier, qui est un autre grand domaine. Il y a tout ce qui est commercial. Et dans le commercial, on va avoir aussi bien le marketing internet que le MLM, parce qu'en définitive, ça part de la même idée qui est la création d'un business. Idée business. Voilà, donc c'est tout ce qui est business. Et puis, il y en a un autre auquel on pense moins, mais c'est tout ce qui est droit d'auteur. Ah, si, oui, bien sûr. Droit d'auteur, c'est aussi du revenu passif. Que ce soit des films, des audios, des bouquins ou le reste. J'avoue que je suis toujours très contente de voir arriver mes droits d'auteur par rapport aux livres que j'ai écrits, qui sont publiés, qui sont en librairie. Et donc, une fois par an, il y a mon éditeur qui m'envoie un virement. Pas un chèque, c'est un virement, donc je vois apparaître. Bon, il faut vraiment écrire un best-seller si on veut devenir riche avec ça. Il faut juste être d'accord. Mais n'empêche que ces revenus-là sont très particuliers pour moi. Je les aime beaucoup. Ah oui, puis c'est vraiment le super exemple du revenu passif. Tu fais un boulot une fois. Absolument. Et même Elvis Presley, après sa mort, continue à recevoir ces droits. Voilà, il paraît que Michael Jackson n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Ça doit lui faire une belle jambe, mais... Voilà, sa famille est contente. Exactement. Super, donc différents véhicules. Quand je parle de marketing de réseau, moi j'explique souvent aux gens que c'est un véhicule parmi d'autres qui peut les amener à développer un revenu passif pour après faire autre chose. Absolument. Quand on parle de création de richesse vers l'indépendance financière, est-ce que tu as des conseils à donner parce qu'on dit souvent il faut diversifier, il faut avoir plusieurs sources. Quel est ton avis là-dessus? Diversifier, pourquoi pas? C'est-à-dire on peut. Alors d'abord, c'est quand même assez compliqué de mener 3 projets de front. Donc si on diversifie, on va quand même en mener un d'abord, et puis l'autre ensuite, et puis généralement le troisième après. Ma réponse va être en 2 temps. La première, c'est que la diversification telle qu'on l'entend, et notamment chez les conseillers en patrimoine, généralement, ça veut dire ne prenez pas de risques et donc ne gagnez pas d'argent. C'est-à-dire que c'est juste pour ne pas gagner d'argent. Alors si vous êtes déjà millionnaire parce que vous avez 4 millions sur un compte en banque, effectivement vous allez diversifier parce que vous allez limiter le risque et parce que votre travail va être partiellement d'éviter que votre argent disparaisse en 3 minutes et demie. En imaginant que vous ne soyez pas déjà millionnaire, votre préoccupation à vous, c'est pas de placer de l'argent que vous avez déjà, c'est d'en créer. Premier objectif, parce que c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup à des gens qui sont en marketing de réseau, qui démarrent, qui font peut-être 50, 100 euros de bonus par mois. Exactement. Donc l'objectif, ça va être de créer de l'argent. Et à ce moment-là, on n'est pas dans une problématique de diversification, on est plutôt dans une problématique d'utiliser des outils qui permettent la création de richesse. D'augmenter son premier revenu passif. Exactement. Et là-dessus, vous avez 2 outils. Alors là, c'est tout ce qui est le côté business qui va permettre de créer de la richesse. Les placements financiers, il faut avoir les sous pour faire quelque chose. L'immobilier, on a certes l'effet de levier de la banque, je vais passer sur l'idée, mais si on veut vraiment créer de l'argent,
on va soit faire du MLM, soit faire un business internet, où là on va créer de la richesse, c'est-à-dire qu'on commence avec 100 €, 200 €, 300 €, 1000 €, et effectivement à l'arrivée on a beaucoup plus. Donc là on a vraiment créé de l'argent. On crée une source supplémentaire. Donc c'est de savoir aussi, mon conseil c'est de savoir différencier, savoir si vous avez besoin de produits de placement entre guillemets ou si vous avez besoin de produits de création de richesse. De création de richesse. De croissance. Ok, super. Dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que pour créer de la richesse, il faut un levier. Oui. C'est ça. Hein. Pour créer de la richesse, il faut de la vente. Pour créer de la richesse, il faut un échange commercial. Quelque part. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais quelque part, on n'a jamais créé, il faut qu'il y ait un produit ou un service qui change de main, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée, à un produit ou à un service. Et donc, on ne peut pas créer de richesse si on ne met pas de la valeur ajoutée à quelque chose, c'est juste pas possible. Bien sûr. C'est d'ailleurs un bon réflexe à avoir pour détecter les arnaques potentielles. C'est de se dire posez-vous toujours la question de est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée. C'est vrai que quand on parle de liberté financière, il y a une des peurs qu'on évoquait tout à l'heure, c'est attention, il y a plein d'arnaques dans ce milieu-là, dans les investissements, dans le marketing de réseau. Et c'est sûr. Alors oui, d'abord ça peut. Mais s'il y a des arnaqueurs, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont capables de se faire arnaquer. Donc, j'allais dire là-dessus, prenez votre responsabilité de poser les bonnes questions, de ne pas croire au miracle, de ne pas croire aux baguettes magiques, de ne pas croire au truc qui se fait tout seul. Ou alors, ça s'appelle un billet de loto. C'est très spécifique. Ça peut le faire, ça existe, mais il y a une case. Donc, le reste, posez-vous vraiment la question. Ceci dit, effectivement, cette peur dont tu parles, j'ai eu l'occasion d'en parler assez récemment avec une personne qui m'est proche et ça m'a beaucoup amusée parce que ça part aussi de la croyance que ça n'est pas possible de gagner de l'argent, que ça n'est pas possible de gagner beaucoup d'argent. Et donc, cette personne-là me disait, parce que je lui disais qu'elle voulait investir à 3-4%, déjà pas mal, et je lui disais peut-être tu pourrais trouver des investissements à 10. Et elle me répond ah oui mais non, mais c'est sûrement que c'est de l'arnaque. Voilà. C'est marrant cette réaction parce que moi je l'ai beaucoup vécu en marketing de réseau où tu parles d'un concept où tu gagnes de l'argent en passif, etc., où tu vas avoir une autre qualité de vie, tu vas avoir un patrimoine, tu te crées un patrimoine qui te donne un revenu passif qui augmente d'année en année. Non, c'est pas possible, c'est une arnaque, ça marche pas, etc. Donc tu as raison, il faut faire attention aux arnaqueurs, il y en a partout, dans tous les domaines, en marketing de réseau aussi, mais sachez que tout est possible, il faut juste après, et j'ai bien aimé ton conseil tout à l'heure, c'est regarder où est la valeur ajoutée. Absolument. Est-ce que la personne qui est en face de vous, lorsqu'elle vous parle d'immobilier, de marketing de réseau ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a une vraie service ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée de la valeur ajoutée ? S'il n'y a rien qui crée de la valeur ajoutée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Super Nathalie, c'est excellent. Je crois qu'il y a quelques vidéos de formation gratuites qu'on peut voir de toi. Donc, des vidéos de formation que vous allez retrouver sur www.richesseetliberté.com. Vous avez une série de formations où je développe un certain nombre de choses dont on a parlé maintenant. Je reparle des piliers, je parle des 7 clés pour commencer à construire sa liberté financière. Si vous maîtrisez ces 7 clés, en définitive, vous pouvez faire tout le travail tout seul. Voilà. Donc c'est un beau cadeau où je parle des 4 dimensions de l'argent, comment vous devez travailler sur l'argent pour effectivement que il se passe quelque chose. Je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui sont dans le marketing de réseau. Je pense aussi, vous qui êtes dans le marketing de réseau, vous devez travailler sur vous, vous devez développer votre valeur ajoutée et vous êtes confronté à la création de richesse. Vous avez un levier formidable avec votre outil MLM qui est la duplication. Notre outil pour créer de la richesse, c'est la duplication et vous devez vous intéresser à l'argent, vous devez vous débarrasser de vos peurs. C'est pour ça que je recommande d'aller voir tout de suite les vidéos de Nathalie parce qu'elle va vous apprendre un tas de choses sur l'argent, les croyances, l'énergie de l'argent. L'argent n'est qu'une énergie. Vous pouvez faire le bien avec l'argent. Absolument. Et donc, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et en attendant, vivez pleinement, vivez passionnément et faites une différence aujourd'hui. Merci. Merci Nathalie. Merci à toi David.